Merci Thomas, avec le micro c'est mieux de cette présentation. Reste avec nous, installe-toi à ma droite. On a accueilli Marion Grimaud qui est à ma gauche, qui est pédiatre réanimatrice à l'hôpital Necker et qui a été une des bénéficiaires. Donc tu nous donneras ton ressenti sur cette formation que tu as vécue. Hubert Lardy est toujours avec nous en direct de Tours. Et on accueille Olivier Clénet, alias Géofroid. Est-ce que vous êtes avec nous, Olivier ? Vous êtes membre de la Ligue d'improvisation de Nantes, membre de l'équipe locale, on a l'impression que c'est une équipe de foot, des comédiens clowns depuis 2005. Et c'est vous qui avez poussé Caroline, je ne sais pas s'il a fallu la pousser bien fort. Si, bien fort, elle nous fait des grands signes, à créer le programme Annonce, justement, suite à des expériences à Nantes comme acteur patient. Et donc, c'est un programme de formation, bien sûr, pour des médecins. Vous êtes avec nous, Olivier ? Je suis entré au Rire Médecin, j'étais également comédien avec la Ligue d'improvisation de Nantes. On intervenait dans pas mal de domaines, et notamment à la faculté de Nantes, sous la houlette de Angélique Bonneau, qui était professeure en psychologie, et qui formait les troisième années de médecine à l'annonce de cancer. Donc on avait des comédiens et des comédiennes, et on jouait des annonces de cancer. J'ai trouvé cet outil formidable et je me suis dit, mais tiens, je sais que le Rire Médecin est en train de monter un institut de formation, ça serait peut-être bien de mettre une formation de ce genre au catalogue. Avec Marc Avelot, le directeur adjoint de Caroline Simons, Farida Amandia, qui était logisticienne à l'Institut de formation, on a essayé vraiment de mettre en place une formation type avec un contenu pédagogique, des outils. Une fois qu'on a fait tout ce projet, on allait le présenter à la faculté de Tours et à la Timone aussi, à la faculté de Marseille. La formation des comédiens, à proprement parler, elle est sur 2 ou 3 jours, donc ce qui est très court. On part du principe que tous les comédiens du Rire Médecin qui ont suivi cette formation ont un gros passif d'improvisateurs, de comédiens, donc on ne les forme pas sur la partie improvisation, mais vraiment sur la partie exercice. Exercice d'entretien simulé, donc adapter le niveau de jeu à la situation, être le plus crédible possible, et puis s'approprier tous les mécanismes de défense qu'on a dégagés du livre de Robert Buckman, S'asseoir pour parler, qui liste tout un tas de mécanismes de défense. Ça va de la peur de la mort, au déni, la fuite en avant, vouloir tout savoir, vouloir mettre en difficulté la personne qui est en face de nous, enfin plein de choses. Et on s'entraîne à improviser avec ces mécanismes de défense et voir jusqu'où on peut aller pour mettre en difficulté ou aider la personne qui est en face de nous à faire le meilleur entretien possible. Olivier, c'était pas sympa de me répondre, mais allez, vous êtes excusé parce que vous étiez en vidéo. En revanche, il y en a 2 qui vont pouvoir nous répondre. En tout cas, j'espère. Nolwenn Jézékel, alias Socket, est-ce que vous êtes avec nous ? Nolwenn Jézékel. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour, ah c'est sympa, merci de me répondre. Comédienne classique, clown au Rire Médecin, et vous êtes dans l'équipe de Tours-Orléans depuis 2003, c'est ça ? Et donc c'est ça. Vous êtes j'allais dire dans l'équipe du professeur Arnaud, en tout cas pas très loin. Et on a Edith Baudouin qui est avec nous, alias Sardine. Tout à fait. Vous êtes là, Sardine, danseuse, chanteuse, et rejoint le Rire Médecin depuis 2012. Et alors, vous avez travaillé comme clown dans une mission humanitaire en Afghanistan. Il y a plus drôle comme endroit, mais vous allez nous en parler. Puis vous êtes une artiste complète, puisque vous êtes aussi artiste peintre. Et puis évidemment, on a nos professionnels. Je me tourne tout de suite du côté de Marion, qui a bénéficié, donc réanimatrice pédiatre. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique, cette formation ? Ouais, moi j'ai bénéficié de la formation quand j'étais interne de pédiatrie, donc qui se déroulait comme Thomas l'a expliqué. Et c'est vrai que je pense que ça m'a donné peut-être des outils, en fait, une aide pour la communication après en tant qu'interne, parce que c'est vrai qu'on se retrouve face à des situations où au départ on n'a pas forcément les clés pour communiquer facilement avec les familles, et l'annonce des mauvaises nouvelles, c'est pas facile. Et je pense qu'un des points forts de cette formation, ça a été effectivement les moments de débriefing, où finalement, grâce aux acteurs, aux clowns du Rire Médecin, on a vraiment
quelque chose qu'on n'a pas dans la vie d'habitude. On a le retour en fait des parents, puisqu'ils incarnent vraiment les parents. Et on peut avoir effectivement ce retour-là. Et je pense que ça, c'est très enrichissant en fait par rapport aux annonces. À la fois le débriefing avec les médecins, avec la psychologue qui est présente lors de la formation, mais aussi le retour des acteurs qui nous disent voilà, il y a eu ce moment-là où tu m'as parlé, j'ai pas compris. Enfin, tout ce débriefing-là, je pense que c'est extrêmement enrichissant et ça m'a aidé après pour la suite. Justement, ce retour, c'est Chantal qui nous pose une question, qui est coordinatrice à Orléans. J'en profite pour vous rappeler, posez vos questions et je les ai sur la tablette. Qui pose la question, avez-vous un retour par rapport aux parents, justement, comment ils vivent l'annonce de la mauvaise nouvelle dans la vraie vie? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que ce retour-là, on l'a souvent? Ou jamais? Ce retour-là, on l'a pas souvent. On l'a un petit peu parce qu'on ne fait pas les annonces, les entretiens seuls. En général, on est avec un paramédical, avec l'infirmière ou avec les soignants qui s'occupent de l'enfant et qui assistent à l'entretien avec nous et qui mènent l'entretien avec nous et qui ensuite nous fait souvent un retour parce qu'après, les parents en parlent aussi dans la chambre. Et donc, on a ce retour-là, mais on a en général pas de retour direct des parents. Et c'est ce qu'on a là, avec la chance d'avoir avec les acteurs, avec la formation. Donc, c'est intéressant. Question pour Nolwenn et Edith. Est-ce qu'il faut être parent pour jouer le rôle d'un parent? Ou est-ce que c'est un rôle comme un autre et on peut très bien le jouer, l'incarner? Je ne suis pas mère. Et vous jouez un rôle de mère? Beaucoup de toutes parfois. les femmes que je croise depuis plus de 20 ans. Oui, je rejoins Edith, même si moi je suis maman. En fait, le gros avantage qu'on a, nous, c'est d'avoir côtoyé des familles tout au long de notre pratique de clown, qui fait qu'on a une grande connaissance intuitive et réelle de ce que peuvent traverser ses parents quand ils sont dans la réalité de l'hospitalisation de leur enfant. Comment vous rentrez dans ce personnage-là de parents, justement, ou dans les différents personnages? Il faut du temps, il faut de l'apprentissage, il faut rencontrer, je ne sais pas moi, des vrais parents ou des vrais patients pour se mettre dans cette peau-là. Comment vous rentrez dans le personnage? On travaille les scénarios qui nous sont envoyés avant. Il y a certains scénarios qui demandent un petit peu de travail ou de renseignements pris. Et puis après, c'est vraiment notre métier, notre savoir-faire, notre technique qui fait qu'on va pouvoir supposer quel mode réactionnel est judicieux pour tel ou tel parent selon la situation qu'il est en train de traverser. Est-ce que la formation, je me tourne à Tours vers le professeur Hubert Hardy, est-ce que cette formation, elle est quoi? Elle est sur la base du volontariat? Elle est obligatoire chez vous? Elle est réservée, en tout cas c'est ce que vous gérez, sur le cursus de chirurgie. Donc ce sont les internes de chirurgie en début d'internat, c'est ça, qui en bénéficient? Obligatoire ou pas? Et alors pour les internes de chirurgie, on a rendu ça obligatoire. Je rejoins les chiffres qui ont été cités tout à l'heure. On est à 90-95% de satisfaction de nos apprenants. Mais c'est décliné dans d'autres programmes et parfois pour des petites spécialités déclinées sur le plan interrégional. Donc c'est structuré sur le plan national, mais ça a un caractère obligatoire parce que dans le cadre de la réforme du 3e cycle, il y a du temps de formation obligatoire pour les internes. Donc on utilise ce temps de formation où les internes ne sont pas dans les services. Ils ne sont pas en autonomie chez eux pour faire de la théorie, mais ils sont là pour c'est de l'autonomie supervisée. Et oui, si ce n'est pas obligatoire, ils ont tendance à dire « oh là là, ça va servir à rien » et puis on n'y va pas. Donc il faut le rendre obligatoire, il faut être un peu militaire. Et dans les autres filières que la chirurgie, parce que c'est important pour la chirurgie, mais c'est important pour toutes les filières de futurs praticiens, qu'est-ce qui se passe dans votre faculté? Parce que vous, on vous sent très motivé, pionnier sur le sujet, mais est-ce que c'est le cas dans les autres filières? Bien sûr, hein, je fais partie d'une équipe de formateurs. On est peut-être une trentaine de formateurs et dans toutes les spécialités. Alors, nos collègues anesthésistes, réanimateurs sont vraiment très très prenants, y compris bien sûr les anesthésistes et réanimateurs pédiatres. Nos collègues oncologues, qu'ils soient adultes ou pédiatres, toutes les spécialités peuvent être intéressées, y compris des spécialités auxquelles on ne pense pas. Les pharmaciens peuvent être intéressés également. Les directeurs d'hôpitaux pourraient être intéressés également dans ces situations de résolution de conflits, par exemple.
Donc il y a des métiers auxquels on ne pense pas forcément, mais j'ai cité les principaux, mais bien sûr ça ne concerne pas que la chirurgie. Thomas, même question, obligatoire ou pas obligatoire votre module? Alors notre module, il n'est pas obligatoire pour une simple raison, c'est qu'on a de plus en plus d'internes d'anesthésie-réanimation et que nous on a des promos de 25 personnes et que c'est difficile pour nous pour l'instant de faire passer tout le monde. Donc en somme, c'est obligatoire pour ceux qu'on va pouvoir désigner et libérer ce jour-là aussi, parce qu'effectivement, il y a le fait qu'il y a certains internes malheureusement qui ne pourront pas y participer. Et puis, voilà, c'est pas obligatoire pour ceux qui ne peuvent pas venir. On aimerait que ça soit un passage pour tous. Les internes ne l'aimeraient pas forcément, mais je rejoins le professeur Lardy, je pense que c'est important qu'effectivement on ait finalement des gens qui passent. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que souvent, ils ont une appréhension de ce type de simulation. Autant la simulation procédurale, ils savent ce que c'est, autant la simulation... Qui est rentrée dans les mœurs. Maintenant, on peut dire que dans toutes les formations, surtout des spécialités techniques, les mannequins, les procédures, la simulation est rentrée dans l'apprentissage de base. De plus en plus, effectivement, on se rend compte que maintenant, la simulation, elle est partout. Et justement, on est tous partis finalement des simulations procédurales pour arriver sur ces simulations relationnelles. Et quelquefois, les internes sont un petit peu surpris de cette journée, se demandent qu'est-ce qu'ils vont apprendre, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et puis, je rejoins le professeur Lardy, ils sont contents à la fin. Ils ont l'impression d'avoir découvert quelque chose de différent. Et ça, c'est très utile. Vous, c'est des acteurs. Pareil, comme à Tours, ce n'est pas des vrais patients ou des vrais parents. Oui, alors nous, on est effectivement pour l'instant sur des situations qui sont des situations assez difficiles, d'annonce de mort imminente par exemple d'un enfant, d'incertitude d'un pronostic vital. C'est vrai que c'est éthiquement difficile de reproposer à des parents de revivre ce genre de situation. Et là, on a aussi l'intérêt des comédiens qui ont l'habitude de rentrer dans un rôle, mais aussi de déroler. C'est-à-dire d'être capable de se dire à la fin de la journée, on m'a annoncé des mauvaises nouvelles, mais je suis capable aussi de redevenir Edith ou Nolwenn et de ne pas être le personnage qui a subi ces annonces. Edith, Nolwenn, c'est compliqué, ça peut rester, vous impacter, être quelque chose où on a du mal à oublier à la fin de sa journée? Vas-y. Forcément, quand on passe l'après-midi et qu'on a 3 annonces assez lourdes, forcément que sur le moment en tout cas, et moi particulièrement la dernière fois, je ressentais vraiment des choses différentes aux différents endroits du corps suivant ce que ça touchait d'émotionnel, d'arracher les tripes. Mais après, effectivement, c'est notre métier de comédien, c'est du jeu, ça reste du jeu, même si on le fait très sincèrement et qu'on est fidèle au jeu, mais on est tellement habité par juste ce moment présent aussi, et ça c'est une force du clown, on est dans l'ici et maintenant. Et du coup, effectivement, après on sort finalement de l'exercice, ça ne veut pas dire que ça prend un petit peu de temps, mais aussi dans le débriefing, on met souvent de l'humour aussi dans notre débriefing, on parle de nos ressentis, mais on essaye aussi de mettre toujours une touche d'humour pour rappeler aussi que tout ça c'était bien une simulation. Et ça aide aussi à faire descendre. Oui, je rejoins Edith là-dessus. C'est vrai que selon l'intensité des après-midi, c'est quelque chose à traverser. C'est une vraie traversée émotionnelle. Après, effectivement, on déroule parce que c'est notre métier de le faire. Et puis, c'est aussi très important d'être à la fois bienveillant et en même temps, je crois qu'on a vraiment conscience qu'on est là pour aider les étudiants à améliorer ou en tout cas à se préparer à ce genre de situation qu'ils vont vivre. Et ça, le fait d'être dans un cadre très clair aide à vraiment savoir qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi on est là et donc à en sortir aussi facilement qu'on y est rentré parce qu'on a passé encore une fois des années dans notre parcours professionnel à s'entraîner, à passer d'une émotion à l'autre et à avoir cette grande labialité d'émotion. Marion, le débriefing, il est important quand vous l'avez vécu en tant que participante Ah oui, je pense qu'il est essentiel. C'est intense on le voit, c'est intense pour les acteurs et c'est intense aussi pour les apprenants, quand on vit la situation, quand on vit la simulation. Parfois, l'annonce, c'est difficile pour l'apprenant et je pense que le débriefing après avec les acteurs,
effectivement en mettant un peu d'humour aussi, parce que parfois on est quand même très stressé au moment de la simulation, avec la psychologue qui reprend les choses. C'est la partie fondamentale aussi de l'après-midi et de l'après-simulation, pour pas repartir aussi avec avec des questions, des choses qu'on n'aurait pas pu débriefer. Je pense que c'est essentiel. Oui, ou un sentiment d'échec en disant je suis nul. Oui, en disant j'ai jamais mal je pourrais. fait, j'ai mal communiqué. Parce qu'effectivement, la communication, ça se fait pas d'une seule manière. Et je pense que c'est d'acquérir des outils, une aide en fait pour le futur. Mais l'idée, c'est que ce soit bienveillant et qu'on puisse apprendre de tout ça en fait. Thomas, vous parliez du parallèle avec la simulation procédurale, où on sait qu'il y a parfois un débrief vidéo, enfin, c'est filmé et on redébriefe la séquence, etc. Est-ce que c'est la même chose dans le cadre de la simulation relationnelle, c'est ça? Vous l'avez appelé comme ça? Oui, simulation relationnelle, finalement, parce qu'elle est entre êtres humains et pas médiée par un mannequin. Alors, nos sessions sont enregistrées, mais par contre, on n'utilise pas la vidéo au moment du débriefing pour des contraintes temporelles. C'est-à-dire qu'on est sur des exercices qui vont durer 8 à 10 minutes et on a souvent 45 à 50 minutes de débriefing et on va être obligé à un moment, il y a un gardien du temps et il y a quelqu'un qui va être obligé des fois de dire il faut qu'on arrête et on reverra ces points au moment de la conclusion. Donc c'est vrai que la vidéo, elle pourrait être extrêmement intéressante, notamment si on les cadrait un petit peu comme vous savez les matchs de foot qu'on peut revoir vraiment un replay du but. Mais pour l'instant, non, on n'a pas utilisé la simulation, enfin la vidéo au moment du débriefing. Hubert, à Tours, je vais vous poser une question un peu provoque, mais ça s'apprend l'annonce, la relation, la psychologie? Oui, je pense que ça s'apprend. Alors pour répondre à la question, il faudrait savoir est-ce que au final ça implique un changement dans les pratiques professionnelles. Donc là, on n'a pas encore véritablement d'outils pour mesurer ça. Et puis surtout, est-ce que à terme ça va avoir un impact sur le patient? Est-ce que c'est les patients qu'il faudrait interroger sur la qualité relationnelle des gens que l'on forme? Donc là, on n'a pas encore développé ça, mais c'est évidemment la prochaine étape. Ça serait très intéressant, au terme d'un cursus, de comparer des filières d'internes qui ont eu cette formation à l'annonce et ceux qui ne l'ont pas eu. Voilà, il y a plein d'outils à mettre en place sur l'évaluation, puisque c'était votre fil rouge de la journée. Et Hubert, est-ce que ça vous arrive d'avoir un interne, j'allais dire, où vous dites ça va pas être possible et peut-être le prendre à part ou essayer peut-être de le réorienter, ou est-ce que ces ateliers comme ça de simulation vous font dépister un certain nombre de situations où manifestement sur le plan relationnel ça posera problème et ça impactera négativement sa pratique professionnelle? Alors, oui, effectivement, on peut se rendre compte des difficultés d'un interne, en particulier en chirurgie, sur les terrains de stage. Et donc, il y a cette possibilité de droit au remords des internes. Effectivement, la simulation peut permettre de mettre le doigt sur des difficultés un peu plus importantes pour un apprenant. Et donc, ça m'est jamais arrivé encore de le dépister par la simulation. C'est plus sur le terrain de stage, puisqu'on a une approche plus générale. Mais effectivement, ça pourrait être une voie d'entrée sur le dépistage de certaines difficultés. Thomas, quelques mots pour rebondir sur le changement de la pratique professionnelle. Est-ce que ça modifie la pratique professionnelle? Est-ce qu'on a des outils pour le mesurer? Effectivement, je rejoins Hubert, c'est-à-dire qu'on aimerait tous pouvoir prouver statistiquement, ou en tout cas aux décideurs, et parce qu'effectivement, derrière toutes ces formations, il y a aussi la nécessité de les organiser, ce qui veut dire aussi trouver des fonds pour qu'elles puissent continuer à vivre. Et on aimerait pouvoir prouver que ce retour sur investissement, il est au bénéfice des patients. Actuellement, nous, on n'a pas été en mesure de le mettre en évidence. C'est une intime conviction pour l'instant. Mais cette intime conviction, malheureusement, voilà, autant j'avais des datas tout à l'heure pour les apprenants, autant j'ai pas encore de data pour les familles. Même si à distance, voilà, on a des lettres de famille qui parlent de la bienveillance et on espère toujours que c'est un petit peu aussi lié à cette formation. Et un peu grâce à vous. Ces formations, elles ne sont pas pérennes? C'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de financement qui paye finalement? Alors actuellement, on est sur des financements qui ont été soit la Fondation de France, sinon c'est des appels à projets. En fait, à chaque fois, on répond à un appel à projet pour essayer d'aller de formation en formation, en essayant toujours d'inclure des nouvelles dominantes, des nouvelles thématiques, voilà, que ce soit le don d'organes, que ce soit le risque médico-légal. Mais c'est vrai que pour l'instant, la simulation coûte cher et c'est toute la difficulté. Et à Tours, comment c'est financé?
Alors, à Tours, on a un budget de l'université qui est consacré à ce partenariat avec le Rire Médecin. Il faut savoir quand même que dans le cadre de la réforme des études de santé, la conférence des doyens de médecine a mis des budgets sur la table, hein, en particulier pour décliner cette approche dans le 2e cycle, donc beaucoup plus tôt dans le cursus médical. Donc il y a des moyens qui arrivent et il y a une volonté très ferme de la conférence des doyens de France pour aller dans ce sens. Merci à tous, à Edith, à Nolwenn, à l'équipe de Tours, Hubert, et puis Thomas et Marion qui sont à mes côtés.